Bonjour, je voudrais faire une petite série de vidéos concernant les définitions que Paul Diel a utilisées et utilise. Ces définitions permettent d'avoir un langage précis, permettent également de préciser le jargon de la psychologie d'une manière générale. Et mon approche mathématique va vous permettre, en prenant les termes et les définitions telles que Paul Diel les a exprimées, vous allez voir comment j'essaye de les transposer de façon plus recevable, plus effective, non pas que celle de Diel ne le soit pas, mais la façon dont Diel s'exprime nécessite une réflexion approfondie et dont j'essaye de vous faire grâce, entre guillemets. Vous avez la possibilité de vous référer, bien sûr, et je vous le conseille, au livre de Diel pour retrouver la base même de ces définitions et de voir qu'avec tout l'effort d'une vie entière de Janine Solotareff et maintenant de moi, nous avons pu décortiquer, améliorer, simplifier positivement ce qu'il a apporté pour en faire les bases d'une véritable science qui était pressentie, qui était, qui était déjà assise et définie par le travail qu'il avait fait. Alors, je vais prendre les termes, je vais commencer par les termes fondamentaux, à savoir la coulpe vitale, qui se traduit en anglais par vital culp, en russe par животный culp, en arabe, nous allons le traduire très prochainement, ainsi que en portugais et dans les autres langues. La définition que Diel donne de la coulpe vitale est la suivante, que j'affiche là. La coulpe vitale est le désir évolutif transformable chez l'homme en angoisse essentielle. Et vous allez voir que le travail qui est fait entre ça et ce que je propose aujourd'hui pour l'expliquer. Elle est une souffrance vitale qui réveille le regret de la joie perdue, de même que la douleur physique et l'avertissement d'un danger organique. Ça, c'est dans Paul Diel, La psychologie de la motivation, publié la première fois en 1947, à la page 85 chez Payot. La coulpe vitale est le désir évolutif transformable chez l'homme en angoisse essentielle. C'est-à-dire que si le désir évolutif n'est pas satisfait, l'adaptation n'est pas satisfaite. L'adaptation à quoi? L'adaptation au monde extérieur, à la réalité qui nous entoure, eh bien nous serons en angoisse essentielle qui après va pouvoir dériver vers une angoisse exaltée qui va nous faire perdre toute la joie que nous pourrions avoir si nous satisfaisons à cette adaptabilité. Alors, vous voyez que c'est extrêmement puissant comme définition. C'est la base même de la psychologie de la motivation, et donc ça mérite
s'appesantir un petit peu sur cette définition. Désir évolutif transformable chez l'homme en angoisse essentielle. C'est-à-dire que s'il n'est pas satisfait, ce désir évolutif, eh bien, il va se transformer en angoisse essentielle. Ce désir évolutif, c'est cette nécessité d'évoluer, cette nécessité de s'adapter. C'est toute la force, je dirais, de l'espèce humaine, mais de toutes les espèces, de s'adapter à l'environnement qui change. Et vous voyez, l'environnement, je ne parle pas du climat, je parle d'une manière générale, tout ce qui change à la vitesse à laquelle ça change, même le contexte dans lequel nous évoluons, les données sociétales changent et auxquelles nous devons nous adapter, faute de quoi nous sommes pris par une angoisse terrible qui va créer énormément de dégâts. Et donc on va quitter cette joie innocente de l'enfant qui vient de naître et qui va s'adapter aussi aux besoins dans lesquels il est, de l'environnement dans lequel il est, et ce qui revient, cette coulpe vitale, à l'axiome numéro 1 qui est que tout organisme vivant recherche sa satisfaction. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je reviendrai dessus. Le but de mon enseignement est de répondre à vos questions, et si vous n'avez pas compris, c'est que je me suis mal exprimé. Donc, ce n'est pas vous qui ne comprenez pas, c'est moi qui ne me suis pas clairement exprimé. Je reviens sur si nous satisfaisons ce désir évolutif, alors nous serons dans une joie. C'est-à-dire que si nous nous adaptons, eh bien, on aura le plaisir de dire « ça marche », de dire j'ai pu m'adapter. Et qu'est-ce qui fait le plus de plaisir à l'homme? C'est cette capacité de s'adapter au monde environnant. Alors, ce monde, regardez comment je transpose, si je veux dire, cette définition. Alors, je vais juste 30 secondes essayer de faire coller. Une seconde, je reviens. Voilà, je reviens vers vous. Nous avons 5 sens, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, qui permettent d'appréhender la réalité. Donc, vous avez la réalité que nous appréhendons de ce côté-là, à gauche, et à droite, vous avez la réalité qui est obtenue à partir des 5 sens que nous avons. Et ça, c'est tout. L'homme est au centre, le monde intérieur est au centre. D'un côté, vous avez le monde extérieur, des deux côtés. Voilà. Et nous avons une interprétativité subjective relative au sujet, donc elle est subjective. Et cette interprétativité vient grâce à l'explication des neurosciences, est naturelle. Notre cerveau a besoin de temps pour traiter l'information qui lui vient des sens extérieurs, et pendant qu'il traite cette information, eh bien, il y a un no man's land, il y a une période dans laquelle il n'est pas perceptif, il perd la continuité avec la réalité, il perd cette voilà, et tout d'un coup il la retrouve quand il reprend, quand il a fini de traiter l'information, et il reprend contact avec la réalité. Entre les deux périodes pendant lesquelles il a pris de l'information
avec ses différents sens extérieurs, il traite l'information, eh bien, il va reconstituer une continuité, une sorte d'interpolation, une interprétativité, qui est subjective, qui est propre à lui. Et vous l'avez au niveau somatique, les neurosciences vous le montreront. Je me réfère à Lionel Nakache et toute son équipe qui ont démontré ce problème de continuité extérieure, discontinuité que le cerveau introduit pour recréer une continuité en complétant justement entre deux images qu'il a pris de l'extérieur une sorte de liaison continue. Eh bien, si ça marche au niveau de la vue, ça marche pour tous les sens et donc pour toute l'excitation du monde extérieur, tout ce que nous recevons du monde extérieur et que nous avons besoin de coordonner. L'enfant qui attrape ses deux pieds, c'est pour commencer à se représenter et à avoir cette coordination entre ses membres, et c'est très très important qu'un bébé puisse attraper ses pieds, les toucher, et c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir ensuite marcher, etc. Donc, on a besoin de cette continuité, et si le cerveau marche d'une certaine façon de façon automatique, vis-à-vis de l'ouïe, du toucher, etc., eh bien, il va fonctionner de la même façon pour sa découverte du monde extérieur, pour se former une réalité. Mais cette réalité, il aura besoin de la confronter. Et à partir du moment où c'est subjectif, et vous verrez si vous observez un petit peu à quel point vous interprétez tout ce que l'on vous dit. On interprète en permanence ce qui nous vient du monde extérieur, et c'est une interprétativité maladive. C'est notre erreur fondamentale qui nous empêche de nous adapter, parce que si je ne comprends pas ce que les gens me disent, parce que j'interprète ce qu'ils me disent comme étant autre chose, pas forcément contre moi, mais qui est en fonction de ce que moi je pense que, etc., alors je ne peux pas être présent à ce qui se passe. Cette interprétativité subjective peut être corrigée par le circuit supérieur qui est l'introspection objective. Vous voyez, par rapport à l'interprétativité subjective, je parle de l'introspection objective qui va rectifier les erreurs naturelles que notre cerveau va faire. Dans toute la nature, seuls les systèmes bouclés sont cohérents. Et maintenant, malheureusement, au niveau de l'humain, vous avez une introspection morbide qui, elle, est l'introspection négative et qui va créer uniquement une augmentation de cette interprétativité, ce qui explique la montée en puissance d'une colère, par exemple, parce que vous comprenez mal ce qu'on vient de vous dire, et du coup vous enchaînez, et votre introspection morbide, l'introspection étant naturelle, c'est le sixième sens, c'est le regard intérieur. Donc vous voyez, il y a d'un côté le regard et de l'autre côté le regard intérieur qui est plus global, je veux dire, il n'est pas propre à la vue, on l'appelle regard intérieur, c'est une image qui est l'introspection. Et cette introspection, elle peut être positive si elle est méthodiquement guidée, et c'est là tout l'apport de Diel d'apporter justement et d'expliquer comment faire pour la guider méthodiquement de façon
à ne plus interpréter de façon subjective. Et voilà ce que on va pouvoir faire. Et voyez que cette définition, si je reviens, voyez ce schéma, et il faut soit la boucle est forcément bouclée, mais soit positivement, soit négativement par l'introspection, soit morbide, soit positive, objective. Et la plupart des psychologies ont rejeté l'introspection parce que l'introspection non guidée est trop souvent morbide, et en étant morbide, elle ne fait que augmenter les problèmes. Si Diel a réintroduit l'introspection, c'est parce qu'il a pu en faire une introspection objective qui permet de corriger les erreurs que nous avons faites. Hein. Et toute la psychologie de la motivation se base sur cette méthode qui permet d'objectiver notre introspection. Je reviens 30 secondes sur je vais revenir 30 secondes sur la définition initiale pour vous montrer ce qu'il en est voilà ce qu'il en est de cette définition, et comment de cette définition j'ai pu arriver à la schématiser pour la représenter de façon plus explicite, si je puis dire, entre vous voyez, les sens et la réalité, et voir comment notre cerveau fonctionne. Alors, Diel ne parle pas de l'interprétativité subjective ici, mais il en parle dans tout son livre sur la psychologie de la motivation. Là, vous avez dans ce livre, dans ces plus de 300 pages, 400 pages, 300 pages, 325 pages, toute l'explication de la déformation du psychisme humain et de la formation et de la déformation du psychisme humain, qui justement là où il parle de l'introspection objective méthodique et de l'introspection morbide, de l'interprétativité subjective. Donc cette coulpe vitale est vraiment au centre de son livre, et c'est ce désir évolutif, ce désir de s'adapter, cette nécessité de s'adapter pour trouver la joie. Donc l'axiome numéro 1 qui est que tout être vivant cherche la satisfaction, et l'axiome numéro 2, c'est que nous sommes un être, nous sommes une espèce parmi les autres, et que nous faisons partie de l'évolution, et nous sommes à même, et nous devons nous adapter aux conditions de la réalité du monde extérieur, quel qu'il soit. Nous ne changerons pas la nature. La nature a ses droits qui nous dépassent, et quand bien même nous connaîtrions tout de la nature, nous serons encore dépendants d'elle, parce que on n'est pas immortel, et par conséquent on ne pourra pas cette vanité de vouloir être supérieur à la nature, tant au niveau des différentes courants politiques qui ont pu exister. On a toujours considéré la nature comme étant à notre merci, alors que on ne se rend pas compte à quel point on est dépendant de cette nature. Si la nature ne nous permet plus ne nous fournit plus ce qu'il faut pour vivre, eh bien nous mourrons tout simplement. Donc nous devons nous adapter à cette nature. Voilà.
Eh bien écoutez, c'est un premier début, une première, la coulpe vitale. Nous verrons la coulpe vaniteuse et les autres termes utilisés, il y en a 60, 70. Ça ne va pas faire beaucoup de vidéos, mais ça vous permettra, avec ces 70 vidéos qui sont à venir, donc n'hésitez pas à suivre, non pas ce cours, mais ces définitions qui vous permettront de mieux comprendre les livres de Diel, mes livres, ceux de Janine Solotareff également, ma mère, qui met en pratique cette psychologie et qui, à l'âge de 98 ans, m'étonne encore en s'adaptant, malgré tous les handicaps qu'elle peut avoir, à la vie et en se réveillant le matin en étant heureuse. Eh bien, c'est un exemple, et cet exemple complète le travail qu'elle a fait durant toute sa vie, à savoir d'accepter les conditions du monde extérieur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ces quelques mots vont ouvrir un enthousiasme chez vous qui va vous permettre de mieux envisager votre journée ou mieux dormir si c'est le soir.